Merci Jean-Louis et d'avoir eu la bonne idée d'organiser cette rencontre qui m'oblige à revenir sur le passé du passé, à la fois pour ce qui est de l'histoire, mais aussi de ma trajectoire, disons, de chercheuse. Alors je vous propose ce plan assez simple. On va donc avancer tout de suite. Donc dans l'historiographie, c'est-à-dire l'histoire de l'histoire, et je ferai tout d'abord quelques remarques. Et comme je ne voudrais surtout pas laisser entendre que le dossier est au complet et que, disons, j'ai tout fait, en tout cas dans le domaine des beaux-arts, je commencerai par dire qu'au moins deux sujets méritent encore travail et réflexion. Le marché de l'art, né d'une économie détraquée par le marché noir et lié aux spoliations d'œuvres aux collectionneurs juifs. Emmanuelle Pollack s'y emploie très activement et elle finit de rédiger sa thèse très attendue. Ophélie Jouan, qui est ici ce matin, a rendu un mémoire très intéressant sur la question des restitutions, qui fait aussi partie évidemment des sujets importants. Et l'autre sujet, c'est l'épuration artistique. Tu as fait allusion, Jean-Louis, qui est resté aussi assez en jachère, disons, dans le domaine des beaux-arts. Mais Sabine Schneider-Monoury vient de réaliser donc une recherche et elle nous a confirmé que l'épuration des artistes s'est faite à minima, on va dire, sur la base des comportements et non sur la base du contenu des œuvres. Alors, pour le reste, bon, cela tient de la constatation plus que de la satisfaction. Depuis que j'ai soutenu ma thèse en 1984, les témoins ont presque tous disparu, sauf Pierre Soulages, et des textes, des ouvrages, des expositions ont considérablement renouvelé la recherche des années sombres. Cette recherche, donc, est au diapason des intérêts qui changent et des mentalités qui varient. Et ces variations montrent que l'histoire est bien une science sociale, certes, mais aussi une science profondément humaine. Et oui, donc, il y a des chercheuses et des chercheurs derrière la recherche. Et je vais essayer de montrer en quoi l'histoire compose avec nos sensibilités, avec nos mentalités, mais aussi avec notre façon de considérer les sources. S'agissant de la période concernée, ces sources, elles furent longtemps divulguées parcimonieusement et par dérogation. D'ailleurs, je crois savoir qu'en tout cas, en certains domaines, elles sont encore non accessibles. C'est que la période était considérée comme sensible et mon premier livre, qui fut publié en 1986, dans la foulée de ma thèse, aurait pu donner lieu à une exposition des œuvres et des documents dans un musée, mais cette exposition n'a été rendue possible qu'en 2012, c'est-à-dire 26 ans après la publication de ce premier livre. Du coup, je dirais que nous avons pu faire connaître ce cauchemar sinistre et glacé dans un premier temps uniquement par les textes. En matière d'atmosphère de la politique, je n'ai jamais trouvé d'expression plus juste que celle de Roland Barthes, qui nous l'a offerte en 1975 dans la préface en fait de ce livre et qui a beaucoup compté pour nous, Les Pouces au jouir du maréchal Pétain, qui est un essai lexicographique de Gérard Miller. Donc, deuxièmement, la part visible. Comme tous les historiens généralistes, j'ai tout d'abord étudié les sources qui étaient les plus visibles, ce que montraient les structures, les lois, les textes et les œuvres les plus exposées et les plus disponibles à première vue, disons. Il s'agissait de comprendre toutes les modalités de la vie artistique en fonction d'une situation historique marquée par la double mise au pas du monde de l'art, comme du reste d'ailleurs par les autorités nazies et par les autorités de Vichy, autorités non dénuées de contradictions et de tensions internes d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que ces autorités ont imposé des pratiques d'exception qui rompaient avec la période précédente. Pour faire état, disons, de la situation générale, je vais prendre un raccourci, enfin je vais en prendre plusieurs d'ailleurs, mais un premier. Disons que dans le couple né de la défaite française, la répartition est annoncée dès le 9 juillet 1940 par le ministère de la propagande nazie en ces termes.
l'Allemagne ne conclut pas avec la France une paix chevaleresque. L'Allemagne ne considère pas la France comme une alliée, mais comme un État avec lequel les comptes seront réglés lors du traité de paix. À l'avenir, la France jouera en Europe le rôle d'une Suisse agrandie et deviendra un pays de tourisme, pouvant éventuellement assurer certaines productions dans le domaine de la mode. Toute forme de gouvernement paraissant propre à restaurer les forces de la France se heurtera à l'opposition de l'Allemagne. En Europe, seule l'Allemagne commande. Côté français, les pratiques d'exception relèvent d'un nouvel État dirigé par le maréchal Pétain, au plein pouvoir depuis le 10 juillet 1940, après qu'il ait renoncé à poursuivre la guerre en accusant le régime républicain de la défaite française. Et voilà donc le buste du maréchal Pétain qui incarnait au passé la Grande Guerre de 14-18, ce buste qui va remplacer la Marianne républicaine dans tous les lieux publics en France. Et d'entrée de jeu, ce qui est important, c'est qu'on prend conscience, j'ai pris conscience, que l'idéologie passait par des symboles, par des formes visuelles, par des images. Images qui, comme vous le savez bien, ont plus d'impact encore, en tout cas un impact plus direct, plutôt que les textes. Donc l'art au service du régime jouera, disons, sur tous les tableaux, à la fois archaïque, mais aussi moderne, dans le sens de la série, de la reproduction et de la technique moderne. Et oui, il y a incontestablement eu une dimension archaïque dans la résistance et des signes de modernité à Vichy. Même si la façade de Vichy est majoritairement une révolution du revolveré, autrement dit une révolution rétrograde, du retour en arrière. En images, cela s'est traduit par le culte du chef, avec son portrait donc, qui est reproduit à l'infini comme une icône, disait Gérard Miller, signifiant majeur, avec la mise en avant de ses thèmes de prédilection, le retour à la terre, la nation et le culte de la famille. Si les formes utilisées ne sont pas homogènes, elles sont faites pour toucher, disons, le maximum de public. Au moins 3 registres sont instrumentalisés. Le premier registre des formes, disons, archaïques, candides, folkloristes, comme dans l'imagerie du maréchal fabriquée par Gérard Ambroselli, une imagerie qui rassure et que l'on peut acheter d'ailleurs dans une boutique qui lui est consacrée à Vichy. Deuxième registre, des formes classiques, disons, ou académiques, comme avec François Cogniet, qui produit un buste du maréchal rajeuni pour la circonstance, pour remplacer partout la Marianne républicaine. Troisième registre, avec des formes, disons, plus modernes, avec des objets décoratifs et les francisques stylisés de Robert Lallemand, le beau-frère du médecin du maréchal Pétain, le fameux docteur Ménétrel. L'Allemand qui sera par ailleurs chargé de mettre sur pied le service artistique du maréchal. Il faudra ajouter à ces 3 registres officiels la propagande par le bas, c'est-à-dire que dès Noël 1940, à la demande du gouvernement, des centaines de milliers de dessins d'enfants arrivent à Vichy pour y être exposés, de même que seront distribués dès 1941 des récompenses pour les élèves qui se sont distingués dans la vente du portrait du maréchal. On offrait aux enfants, en particulier, des kilos de dattes. Vichy devient donc une formidable machine à produire des images au service de la propagande, et les moyens, eux, utilisés pour cette propagande sont modernes et s'inspirent des modèles déjà mis en place par la réclame commerciale aux États-Unis et par la propagande politique en URSS. Les principes formels donc, de cette propagande par l'image, c'est, disons, un processus de schématisation, de répétition, de série, de messages, de formes verticales et édifiantes. Idéologiquement, anti-républicanisme, remplacement de la devise républicaine par la devise maréchaliste, travail, famille, patrie, révolution nationale, contrition, autoritarisme, antisémitisme, xénophobie, anticommunisme, antimaçonnisme. Le nouveau régime affiche très vite sa collaboration avec le régime nazi et à bien des égards ses convergences avec une forme, disons, de caporalisme dont les ingrédients demeurent singulièrement français. Les conséquences sur le monde de l'art sont innombrables et la conséquence la plus évidente réside dans la modification de la population des acteurs qui forment le monde de l'art, artistes, enseignants, critiques, conservateurs de musées, collectionneurs ou marchands d'art. Acteurs qui se retrouvent
désignés en coupables imaginaires de la supposée décadence de la France, donc exclus de la société française par les lois, les décrets de la propagande et la propagande de Vichy, étrangers, juifs, communistes, francs-maçons. Autrement dit, un nombre substantiel d'acteurs sont obligés à l'exil intérieur ou extérieur quand ils ne sont pas arrêtés, emprisonnés, quand ils ne seront pas déportés. Le paysage en sera profondément modifié dans un monde de l'art où ces acteurs jouent un rôle important, en particulier aux avant-gardes de la vie artistique. Je vous rappelle que dans la foulée de l'antisémitisme qui se déployait depuis les années 1920, sans attendre les directives nazies, le gouvernement du maréchal Pétain impose un statut des Juifs le 3 octobre 1940. Le 4 octobre 1940, une loi sur les ressortissants étrangers de race juive qui les rend passibles d'internement dans les camps. Un second statut des Juifs, le 2 juin 1941, va aggraver le premier et Vichy donc procède à un nombre très important de dénaturalisation. C'est dans ce climat délétère d'exclusion des Juifs de la vie française à tous ses niveaux que Vichy fournira son aide logistique à l'occupant nazi pour les déporter. Une politique à laquelle la propagande habitue les populations. Ici, l'affiche de René Perron pour l'exposition Le Juif et la France, placée sous l'égide... Pardon, je n'ai pas malheureusement la bonne image, mais celle-là donc vous montre effectivement l'accointance, disons, entre l'Institut d'études des questions juives et le maréchal Pétain. Donc l'Institut des questions juives qui a organisé donc une des grandes expositions donc de cette époque, Le Juif et la France. Donc le monde artistique comme les autres est profondément modifié de cette série d'exclusions, à la fois dans sa composition, je dirais, et aussi dans son atmosphère, disons. J'entre directement dans le vif de la question qui vous intéresse, je crois, en architecture, à savoir la nature de cette période en art dont on dit souvent qu'elle relève de la continuité ou de la rupture, ou, je dirais, ni l'un ni l'autre. Avant de vous proposer une troisième catégorie, je note que nous ne sommes pas là comme ailleurs, évidemment dans la pure objectivité, mais dans le choix de critères d'évaluation d'une situation donnée. Si nous considérons avant tout, comme j'ai d'ailleurs commencé à le faire, la population et les acteurs qui forment le monde de l'art, nous allons forcément considérer que la rupture est plus importante, majeure, et que pèse considérablement l'absence d'un certain nombre de protagonistes, parmi lesquels les plus importants. Bon, la liste évidemment est très longue. Pablo Picasso, exilé de l'intérieur, interdit d'exposition, Fernand Léger, exilé aux États-Unis, Hans Bellmer, emprisonné dans un camp français puis caché, Victor Brauner, caché, Vols, réfugié, emprisonné dans un camp français puis caché, Raoul Haussmann, caché, Jean Hélion, emprisonné, évadé, exilé aux États-Unis, Charlotte Salomon, réfugiée en France, envoyée et morte au camp de Auschwitz-Birkenau, Otto Fröhlich, réfugié en France, envoyé et mort au camp de Lublin, Jacques Godko, réfugié en France, envoyé et mort au camp, Chaim Soutine, caché, Kikoïne, caché, réfugié dans le Sud, Félix Nussbaum, interné en camp français, envoyé et mort à Auschwitz, etc., etc. Donc la liste, encore une fois, est très longue et ces exclusions entraînent un véritable gâchis en termes humains et aussi un gâchis en termes d'œuvres visibles, car les œuvres, nous le verrons, continuent de se produire, mais dans le off de l'histoire. Tous ces acteurs exclus pratiquent peu ou prou un art moderne, assez radical dans ses formes, où ces sujets, disons, pourraient être condamnés par la politique officielle. Autrement dit, dans le vocabulaire de l'époque, des formes artistiques qui sont condamnées parce que différentes, voire déviantes dans leur conception et dans leur non-respect des canons classiques ou académiques. Art classique ou académique qui reconquiert incontestablement des places perdues depuis le XIXe siècle. Alors pourquoi ? Parce que la politique française, je dirais essentiellement, et pas seulement en vertu de la censure présumée des autorités nazies. En effet, la Propagandstaffel installée sur les Champs-Élysées contrôle les expositions en refusant
que soient exposés les artistes juifs, communistes et francs-maçons. Cette censure ne s'exerce pas dans une certaine mesure, puisque Hitler a décidé de laisser les Français se débrouiller entre eux en reportant la véritable épuration des formes à la victoire finale en Europe. Mais plus efficace encore que la censure, l'autocensure, qui s'est mise en place au plus vite sans que les Allemands n'aient même à s'en mêler. En effet, les institutions de Vichy, la presse collaborationniste, les galeries, les musées font tout un travail de condamnation et d'épuration des acteurs et des formes qui aboutit à un paysage complètement tronqué de la réalité artistique telle qu'elle existait avant la défaite et telle qu'elle existe encore, mais en exil ou en clandestinité, j'y reviendrai. Ce qu'on voit donc à cette époque, les artistes dont on voit beaucoup les œuvres dans les salons et les galeries sont Joffre, mais surtout Mayol et Despiau en sculpture. En peinture, Derain, Dunoyer de Segonzac ou Vlaminck, qui est revenu de sa période fauve et qui dénonce Picasso dans la presse en l'accusant d'avoir entraîné l'art français vers la décadence. Pour les moins connus, des artistes ne manquent pas qui se prêtent aux consignes officielles du retour au métier, à l'artisanat, aux figures historiques et aux figures dites humaines. Et là, c'est un paradoxe, un des paradoxes de cette époque, de figurer et d'appeler à figurer au moment où l'on passe le plus de lois et de textes et d'images de propagande qui visent précisément à la destruction humaine. À présent, si l'on prend l'histoire autrement, par les structures et les institutions, nous arriverons peut-être davantage à la conclusion que les continuités semblaient assurées. Avec quels indicateurs ? L'administration, les musées, les manufactures, les écoles d'art, les salons, les expositions ou les salles de vente. Tout cela, je dirais, fonctionne en apparence et refonctionne même à la demande des nazis qui n'ont pas supporté longtemps l'anomie parisienne juste après le début de leur occupation et qui ont réclamé eux-mêmes que la vie recommence. Alors ces lois, un certain nombre, disons, de lois sont édictées aurait pu l'être avant ou après Vichy, tout ce qui relève au fond de la défense du patrimoine, en sachant que la modernisation des institutions avait largement commencé dans les années 1930. Je pense à la loi du 23 juin 1941 sur les exportations d'œuvres d'art, à la loi du 13 août 1941 qui donne un statut aux conservateurs et renforce le contrôle étatique sur les musées de province, les lois sur l'archéologie à partir de 1941, la protection des perspectives et des sites à partir de 1942, qui s'inscrit dans un esprit de défense d'un paysage français, qui veut lutter aussi contre la pollution entre guillemets visuelle, en particulier de la publicité. Enfin, la création d'une revue officielle, donc la revue des Beaux-Arts de France. Alors, admettons que tout ceci s'inscrit dans une forme de continuité avec la défense du patrimoine et l'extension du domaine de l'administration des beaux-arts en France. Mais là encore, ce dispositif ne peut pas être analysé hors sol et hors contexte. Contexte exceptionnel en matière d'idéologie caporaliste et rétrograde, d'une part, et de mise au ban des institutions de toute une partie de la population artistique. Ce qui se comprend d'autant mieux dans le projet de corporation proposé par Louis Hautecoeur, fidèle du maréchal Pétain, et repris en 1944 plus habilement par Georges Hiller, ancien responsable de la police, imposé par Pierre Laval à partir de mars 1944. Là encore, la volonté de mise au pas des acteurs et des formes est patente, à tel point que Maurice Denis, vieux royaliste, refuse d'être le président de la Corporation des arts graphiques et plastiques qu'il juge contraire aux traditions de liberté qui président à la vie artistique en France. Toujours en matière de continuité, apparente en tout cas, le Musée national d'art moderne ouvre ses portes en août 1942, certes, mais en présence des autorités nazies et expurgé de tout un pan de l'art moderne, aucun étranger, aucun juif, aucun communiste, aucun surréaliste. En outre, Jean Cassou, qui devait diriger le musée, en est écarté par Louis Hautecoeur, à la demande évidemment du gouvernement, en raison de ses sympathies pour l'Espagne républicaine et le Front populaire. Bon, idem, l'Orangerie des Tuileries en tant que structure est bien toujours là, elle ouvre même ses portes, mais la plus grosse exposition qui s'y tient
est imposée par les occupants, c'est l'exposition Arnaud Breker. Le tout Paris mondain de la collaboration est là, l'administration française aussi, bien sûr. Beaucoup de monde va voir, y compris des détracteurs d'ailleurs, et tout ce monde doit renverser la tête en arrière pour regarder ces modèles gigantesques recyclés de l'Antiquité gréco-romaine, auxquels Breker a rajouté les centimètres supplémentaires nécessaires à la figuration des surhommes ou surfemmes. Enfin, je ne sais pas comment dire. Donc, dans le comité Breker, nous retrouvons les artistes académiques ou qui ont renié l'art moderne, qui ont accepté en 1941 de partir en Allemagne, où ils ont, parmi d'autres, visité l'atelier gigantesque d'Arnaud Breker, où travaillaient d'ailleurs des prisonniers français. Là encore, voyager en Allemagne peut être compris comme un simple voyage d'études, sauf que dans le contexte, bien sûr, il s'agit d'une véritable opération de propagande qui aura des conséquences réelles sur l'atmosphère de la politique, disons, dans le monde de l'art. Alors certes, encore, la vie artistique a continué, et on voit même de façon très sporadique des œuvres, disons, d'une modernité raisonnable, par exemple à la Nouvelle Galerie de France en 1943, celle des jeunes peintres de tradition française, dits de tradition française, Bazaine, Lemoyle, Manessier, Gisquia ou Pignon, qui ont frayé avec Jeune France, qui est un organisme placé sous l'égide du maréchal, qui est dissous après 17 mois. Ces jeunes peintres croiront au moins résister à leur façon, en préférant finalement Matisse et Picasso, l'art roman, la couleur fauve, qui les conduiront, pour une partie d'entre eux en tout cas, vers l'abstraction. On voit aussi de façon très sporadique des œuvres comme celle-ci de Fougeron, donc résistant communiste, qui dénonce la situation par cette scène misérabiliste au Salon d'automne de 1943. Mais disons que l'ensemble du paysage artistique, à Paris et ailleurs, est bien plus morne et dominé par un art de convention, où même la modernité raisonnable n'est que tolérée dans un paysage largement sinistré, disons, par la censure, et j'insiste, l'autocensure encore plus efficace, me semble-t-il, que l'autocensure. C'est la raison pour laquelle je me suis sentie obligée, à partir d'un certain moment, de forger une autre catégorie qui m'a semblé véritablement s'imposer, les fausses continuités. Parce que le contexte ayant changé de façon radicale, en tout cas du point de vue des indicateurs que j'utilise, encore une fois ils sont discutables, je trouve complètement inepte de parler de continuité. Et comme je suis fonctionnaliste, disons, comme les œuvres d'art, je pense les lois, les structures et les pratiques comme intelligibles uniquement en vertu d'un contexte donné. Cette notion de fausse continuité, je ne l'ai jamais mieux vue confirmée que lors de l'exposition que j'ai organisée avec Jacqueline Munk au Musée d'art moderne de la ville de Paris en 2012 et qui est partie ensuite au Guggenheim de Bilbao. J'en ai mesuré la justesse en découvrant l'énorme production artistique qui était restée dans le off de l'histoire. J'avais longtemps étudié l'impact des nouveaux pouvoirs sur les différents acteurs du monde de l'art, dans leur collaboration ou dans leur accommodement, pour reprendre l'expression de Philippe Burin, avec l'occupant nazi d'une part et ou avec le régime de Vichy. Dès l'origine, j'avais postulé une certaine marge de manœuvre des acteurs du monde de l'art, qui n'ont pas fait que collaborer ou que s'accommoder, mais il a fallu beaucoup de temps pour en saisir, disons, l'ampleur de ce phénomène. Et si j'avais dès l'origine aussi identifié des phénomènes sporadiques de résistance artistique, de contournement et de détournement des consignes officielles, en déplaçant radicalement notre focale pour l'exposition de 2012 à partir d'autres sources, nous avons cette fois saisi l'ampleur du phénomène et de cette production restée dans l'ombre de l'histoire. Toute cette part maudite, disons, en son temps, qui a ressurgi à partir de la Libération comme en boomerang. Et entre parenthèses, c'est ce que le monde de l'art retient aujourd'hui, bien sûr, comme le plus intéressant, y compris d'ailleurs en termes d'indicateurs économiques. À l'inverse, d'ailleurs, de tout ce dont on parlait le plus à l'époque, évidemment, qui est au contraire sombré souvent dans l'indifférence générale. Toute cette part alors immergée valait bien de rouvrir un laboratoire de recherche, c'est ce que nous avons fait au musée même, puisque au fond nos questionnements avaient changé, puisque nos mentalités avaient changé, puisque l'on avait envie de savoir des choses neuves, non plus sur la collaboration et sur l'art officiel de Vichy sous le nazisme, non plus sur tout ce qui formait la part émergée de cette période, mais son envers en quelque sorte.
Toute cette part maudite, donc, alors, était très importante en nombre et en qualité, surtout. Tout ce qui était resté censuré, caché dans les refuges, dans l'intimité des ateliers, dans les prisons, dans les camps d'internement, dans les asiles psychiatriques. Tout ce qui s'était fabriqué donc en période de pénurie de liberté et de matériaux, avec des moyens forcément différents et nouveaux, pauvres moyens, avec du sable, des cordes, de la ficelle, de la cire, du papier au rebut, des tissus, etc. Et ce sont les œuvres qui nous ont raconté tout cela, qui nous ont permis de tirer, disons, ce nouveau fil de l'histoire de l'art, et je dirais, j'espère en tout cas de l'histoire tout court, car bien évidemment, ce n'est pas seulement l'histoire qui fait les œuvres, mais ce sont aussi les œuvres qui font l'histoire, et en particulier tout ce qui va constituer l'après-guerre et qui était en germe pendant la guerre, mais qui ne pouvait plus se montrer, accusé de judéo-bolchevisme, de maçonnerie, de communisme, etc. Nous avons pu reconstituer une partie du travail de Picasso devenu le symbole de l'homme à abattre, qui est interdit d'exposition mais qui redouble de liberté et d'énergie pour combattre l'atmosphère de ces années sombres. Nous avons découvert et fait découvrir de nombreuses œuvres et approfondi de nombreux problèmes liés à ces œuvres. Celle de Joseph Steib, employé des eaux à Mulhouse, qui peint dans sa cuisine des portraits à charge de Hitler. Celle de Myriam Salomon, que nous avons pu réexposer, qui avait été exposée au musée d'art juif. Celle de Myriam Salomon, donc, qui est passée en France et qui a été envoyée, donc, est morte à Auschwitz. Celle aussi de Myriam Lévy, une artiste dont il ne reste en fait que cette petite carte à jouer dérisoire, qui est passée par la collection André Breton, quand, je ne sais pas, avant ou après son exécution dans les camps de la mort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette carte à jouer me semble aujourd'hui encore une énigme, mais qui en dit long sur la fonction, disons, des œuvres dans nos sociétés. Nous avons pu montrer ce que Michel de Certeau avance dans ses textes, que l'on ne réduit pas si facilement à néant l'expression humaine et les résistances au cadre, aussi contraignant soit ce cadre, et Dieu sait s'il l'était. Autrement dit, nous avons pu approfondir notre réflexion sur la fonction de résistance et de catharsis de l'art dans les périodes de crise. En guise d'épilogue, je dirais que la recherche s'est faite en plusieurs temps et en lien avec les questions que l'on se posait, au moins en 2 temps, à partir des sources les plus évidentes dans les années 1980-1990. On s'est intéressé premièrement, disons, à l'art de la défaite et de la collaboration. Deuxièmement, à partir des années 2000-2010, à l'art en guerre et en résistance, à partir de nouvelles sources. Et qui sait si la caméra va rester en place. Il y a peu de temps, au début de l'année 2016, j'ai travaillé pour un colloque sur le rôle des femmes dans le monde de l'art. Puis j'ai parlé en commençant des chantiers en cours sur le marché de l'art, les spoliations, la récupération, l'épuration. Il ne faut surtout pas les oublier. Mais je suis à présent curieuse de vous entendre parler du monde de l'architecture, qui est à la fois très proche et que j'ai évidemment rencontré, en particulier dans les textes officiels et également pour la Corporation des arts graphiques et plastiques, puisque j'y ai trouvé quelques architectes de mémoire, mais qui est un monde évidemment qui est singulier, je dirais, qui fonctionne aussi dans une certaine forme d'autonomie par rapport donc à ce qu'on pourrait appeler, disons, les arts plastiques. Je vous remercie de votre attention.